Gilbert Collard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine, l'un des 2 députés de son camp à l'Assemblée nationale, un homme fort du mouvement sur lequel Marine Le Pen va pouvoir compter pour la campagne présidentielle. Je pense que Marine Le Pen va l'emporter parce qu'on est arrivé à un point où ce système s'effondre. C'est la fin d'un vieux monde. Un vieux monde que cet avocat dézingue à coups de phrases assassines contre ses adversaires, de droite comme de gauche. Monsieur Hollande qui erre dans l'Élysée avec dans le dos le poignard que lui a planté Valls, poignard sur lequel il y a encore ses empreintes digitales. J'ai l'impression que l'UMP, c'est devenu la Côte d'Ivoire. On se demande qui de Fillon ou de Copé et Ouattara ou Gbagbo. Un sens de la formule qui le caractérise, au cœur de son réquisitoire ce matin, l'Église. Elle est représentée par des évêques qui sont complètement politiques. Je les vois comme des adversaires de la foi, quoi. Ils condamneraient le Christ. Son propre camp n'échappe pas non plus à son verbe fort. Florian Philippot ne décide rien. C'est l'homme qui dit ce que Marine souhaite que l'on dise. Et après une crise médiatisée au sein du Front National, traversée par des divergences politiques, Gilbert Collard, contre l'avis général du parti, évoque lui déjà une solution, une primaire pour 2022. Bonsoir Gilbert Collard. Bonsoir. Comment va le parti? Très bien, merci, et vous? Moi je vais bien. Bon, le parti va aussi bien que vous. Va très bien. Et il va très bien, oui. Aucun problème, vous êtes toujours persuadé que Marine Le Pen sera présidente? Ah, alors là, plus que jamais. Plus que jamais. Ne serait-ce que par le fait qu'elle est quand même classée aujourd'hui en tête des personnalités politiques. Mais ça peut être évanescent. Mais parce qu'elle arrive à un moment où la rançon de tous les diagnostics qu'elle a été capable de faire, que le mouvement a été capable de faire, devient vraiment payante, quoi. Les gens se rendent compte que Marine avait tout prévu, tout diagnostiqué sur les frontières, sur l'euro, sur le terrorisme, sur les difficultés liées à l'insécurité, sur la question des migrants. Les gens se disent, à mon avis, mais s'ils sont capables de faire les bons diagnostics, ce seront peut-être les meilleurs médecins. Et sur François Hollande, on en a parlé là pendant 1h30 avec mes invités sur François Hollande. Il a été un si mauvais président que ça, François Hollande? Je crois qu'il a été constamment à la recherche de ce qu'il pouvait être. J'essaye d'avoir une analyse très objective. C'est pas facile en politique, vous me l'accorderez, hein, mais j'ai l'impression que cet homme a passé son temps à chercher à s'adapter à la fonction présidentielle tout en essayant de se défaire de ces vieilles manies politicardes de synthèse, de concession et de sacrifice mortel pour le Parti socialiste, hein, à cette espèce de langage tout fabriqué, quoi, tout répétitif dans lequel ils se meurent, hein, comme dans une gangue qui les étoufferait, quoi. Ils ont tous les mêmes mots, ils parlent tous de la même manière répétitive, à tel point qu'ils sont arrivés à rendre exsangues des mots qui portaient des valeurs qu'on aime tous, les valeurs de la République, par exemple. Quand on voit la répétitivité monomaniaque, tambourinante avec laquelle monsieur Valls utilise ces mots jusqu'à l'usure. Vous pensez à quoi, par exemple? Les valeurs de la République, par exemple, hein, le bien vivre ensemble, enfin, tous ces mots. Mais sur le bilan, parce qu'on a eu les chiffres du chômage hier. Oui. 3e mois consécutif de baisse. Alors, je concède qu'on n'est pas arrivé au niveau du début du quinquennat, mais enfin, 3e mois consécutif de baisse. Les chiffres des créations d'emplois sont plutôt bons. Il y a quand même des choses, tout n'est pas à jeter dans le bilan. Non, mais alors là, j'ai une chose. Je crois, alors là, on pourrait s'accorder sur d'autres points. Mais là, je crois qu'on ne pourra pas s'accorder parce que lorsque les historiens de l'économie analyseront les chiffres du chômage, ils diront vraiment, là, les socialistes ont voulu acheter un résultat avec les deniers des contribuables. Quand on voit ces résultats, on se rend compte de quoi? C'est qu'il y a d'un côté les emplois d'État, financés par les contribuables, et de l'autre, tout ce qui est la formation, pour moitié. Hein, la chute du chômage, elle repose là-dessus. Voilà, la moitié des gens qui ont retrouvé, qui ont quitté le chômage sont des gens qui se sont retrouvés en formation. Avec des emplois. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle de mettre des gens en formation. Non, c'est une bonne nouvelle pour eux, mais ce sont des emplois précaires. Et en aucun cas,
ce chiffre de la baisse du chômage n'exprime une relance réelle de l'économie. C'est une construction, mais complètement factice. Ce sont nos impôts. Tant mieux pour ceux qui ont un boulot. Hein. Moi, je ne vais pas rechigner là-dessus. En gros, vous dites c'est n'importe quoi. Cette baisse du chômage, c'est de l'entourloupe. Non, c'est plus que ça. C'est de l'entourloupe. C'est-à-dire et c'est ça qu'il va payer, François Hollande. Et c'est à mon avis ça que les socialistes paieront. C'est qu'ils ont pris les gens pour des imbéciles, quoi. Et aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, on s'en rend très vite compte. Ça met du temps, mais tous les analystes sont là. Il y a la contradiction, il y a le renversement du pour et du contre. On échange, on est informé. Et il faut être complètement ahuri pour ne pas se rendre compte que cette baisse du chômage, elle est financée par nous et non pas par la remise en mouvement de l'économie, la remise en mouvement de l'industrie, la remise en mouvement du tissu industriel, commercial, de nos petites entreprises, moyennes et grandes. Mais alors, quelle est l'ordonnance du Front National et du Rassemblement Bleu Marine? Parce que sur les thèmes économiques, en fait, on entend pas beaucoup le Front National. C'est pas tellement votre créneau, quoi. Enfin, moi, je suis juriste, hein, je ne suis pas économiste. Oui. Donc, je ne me piquerai pas de faire de l'économie. Hein. D'autant plus que j'ai jamais été très bon. Non, mais vous êtes secrétaire général du Rassemblement, vous faites partie de l'équipe de campagne de Marine Le Pen, vous allez défendre un programme. Mais je vais le défendre avec passion. Donc c'est quoi l'ordonnance de Marine Le Pen là-dessus? Elle va l'exposer, mais c'est connu, nous on veut faire du pragmatisme. On est persuadé que l'économie française souffre d'une désindustrialisation, souffre du fait que les grandes entreprises, celles du CAC 40, s'installent à l'extérieur, commercialisent à l'extérieur, que nos économies souffrent d'une concurrence déloyale à l'intérieur de l'Europe, que l'on doit en venir très vite à un proxétionnisme intelligent. Hein, je dis bien intelligent, il ne s'agit pas d'avoir le béret basque sur la tête, la flûte de pain et le camembert dans la poche, et d'aller à vélo, comme on essaye de nous représenter, dans un patriotisme économique intelligent. Mais les Français s'en saisissent d'ailleurs, le Made in France, ça. Mais bien sûr, mais c'est grâce à nous, c'est nous qui en avons parlé. Pour que rendez-vous compte, vous et Arnaud Montebourg. Après nous. Oui, mais enfin, il en a parlé quand même. Mais après nous. D'accord. Après nous. On a vraiment imposé des thèmes qui à l'époque, nous faisaient insulter. Moi, je me rappelle, quand on parlait de patriotisme économique, on était des ringards, des fachos, quoi, des rabougris. Bon. Et maintenant, tout le monde commence à parler de patriotisme économique. Mais heureusement que Marine Le Pen a brisé l'iceberg. Heureusement. Et qu'on a fait éclater à l'intérieur de certains mots la vérité qu'ils contenaient. Alors, puisque vous parlez de l'Europe, on va parler de Schengen. On en a parlé la semaine dernière avec cet attentat à Berlin. On s'est rendu compte que l'auteur présumé de l'attentat était passé par la France. Et alors, tout de suite, vous êtes monté au créneau, vous, et puis évidemment tous ceux de votre parti. Ça nous donne raison. Ça vous donne raison, mais est-ce qu'en disant, voilà, c'est bien la preuve qu'il faut fermer les frontières. Mais est-ce que fermer les frontières, ça empêche un type qui vient de se faire exploser, enfin d'exploser son camion dans une foule, dans une ville d'Allemagne, est-ce que ça lui fait peur et est-ce que ça l'empêche de passer la frontière? Je peux me permettre de poser à haute voix une question? Allez-y. Quel intérêt on a à lui faciliter la tâche? Oui. Voilà. Quel intérêt vous avez, en votre âme et conscience, comme on disait autrefois, à faciliter la tâche d'un terroriste, d'un brigand, d'un voleur qui veut passer la frontière? S'il n'y a pas de frontière, vous lui donnez toutes les chances de la passer. S'il y en a une, on peut espérer le coincer, comme il a été coincé à un moment donné, complètement routinier dans la rue, à la faveur d'un contrôle. Un peu par hasard. Mais ça pose quand même la question de la libre circulation. Hier, il y avait François Reynard sur ce plateau, qui a fait un livre sur l'histoire de l'humanité, etc., et qui disait, attention, une société qui se regarde le nombril, qui s'enferme autour d'elle-même, elle court à sa perte. Il a parlé du Front National en disant, il va faire quoi le Front National quand les frontières sont fermées? Il va prendre son bateau pour aller... Non mais cet excellent intellectuel ignore probablement que la télévision existe, qu'Internet existe, que les réseaux sociaux existent, et qu'on ne peut plus rester enfermé chez soi. Nous, ce que nous proposons, ce n'est pas l'enfermement au sens obsidional, c'est simplement qu'on rétablisse des frontières afin d'assurer la sécurité. On a ouvert les portes de la maison dans une période où les loups rôdent. C'est insensé. On ne demande pas de construire des verrous, mais quand même, à l'époque où les frontières existaient. Et moi, je pourrais vous citer des cas de jurisprudence où des individus ont été arrêtés à la frontière.
On ne vivait pas dans un monde où on était asphyxié, ce n'était pas un sous-marin. La France, à l'époque des frontières. Bon, aujourd'hui, il y a la guerre terrible, parce que, inattendue, une forme de criminalité qui nous assaille, parce qu'elle vient de n'importe où, à n'importe quel moment. Et même de l'intérieur, même de notre pays. Et même de l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se foutre de l'extérieur. Moi, je dis simplement, pourquoi faciliterait-on la tâche à ceux qui nous veulent du mal? Mettre des frontières avec des douaniers, avec des moyens, c'est compliqué la tâche. Je vous dirais pas que c'est le moyen. Et puis ça coûte cher. Peut-être qu'il vaudrait plus le coup d'aller mettre effectivement rien ne vaut la vie de mes compatriotes. Non, mais peut-être rien ne vaut la vie de mes compatriotes. Vous voyez ce que je veux dire? Rien on va passer à un autre sujet. Farid Fillon, ça a été donc on a eu Ali Juppé pendant toute la primaire à droite, et puis ensuite on a eu Farid Fillon, donc François Fillon à qui on attribue un prénom à consonance musulmane. Est-ce que ça vous a choqué ça? On a dit beaucoup c'est la fachosphère ou ce sont des militants FN qui sont derrière. Je l'ai dit très clairement, moi c'est un jeu de mots, et Dieu sait que je sacrifie souvent au jeu de mots, qui ne me plaît pas. Oui. Qui ne me plaît pas. Je trouve que on n'y gagne rien. Voilà. Je pense que le débat politique mérite mieux. Je pense que M. Fillon est un communautariste. Du reste, du temps où il était à coquiner à M. Sarkozy, il a fait entrer un nombre considérable d'étrangers. Bon. Ça, c'est votre angle d'attaque pour la campagne. Hein. Non, c'est non, mais c'est la vérité, donc on n'aura pas de mal à le démontrer. Mais de là à l'appeler Farid Fillon, moi, je ne me le permettrai pas, voilà. Ça, c'est un petit tacle envoyé à Florian Philippot. Non, mais alors, voilà, je suis content que vous présentiez la question de cette manière-là. Florian Philippot, pour nos téléspectateurs, a dit que c'était un jeu de mots, c'est ça qu'il a dit? Non, il a dit que c'était... la liberté d'expression. La liberté d'expression, bon. D'abord, la liberté d'expression, c'est de ne pas avoir le même avis. Bon. Ensuite, l'exprimer. D'accord, bon, donc moi, j'ai ma liberté d'expression, mon cher Florian, je respecte la tienne. Ma liberté d'expression, c'est que Farid Fillon, c'est pas forcément le meilleur moyen de montrer les bienfaits de la liberté d'expression. Comme d'aller comparer Marine Le Pen à un étrange chéruquier, c'est pas du tout, pour moi, le meilleur moyen d'ennoblir la liberté d'expression. Bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je le tacle, que je le recadre. J'ai lu ça dans certains. C'est pour ça que je vous posais la question, comment ça va au parti tout à l'heure. On peut quand même. Vous avez besoin, pas vous, mais les journalistes ont une telle besoin de dramatiser pour rendre intéressante l'information, que même quand on n'est pas d'accord sur une question d'opinion, d'opinion, pas d'idée, pas de programme, d'opinion, sur une phrase, enfin 2 mots, oui, enfin, ça devient une espèce de conflit, ce qui n'est pas le cas du tout. Attention, vous dites quand on n'est pas d'accord sur une question d'opinion, pas d'idée, pas de programme, etc. Enfin, vous êtes le premier à dire que peut-être qu'au Front National, un jour, il faudra passer par la primaire, parce qu'il y a quand même différents courants qui s'exercent. Donc, vous n'êtes pas tous d'accord sur les programmes, moi, je suis partisan d'une primaire en 2022, à la condition que Marine ne soit pas élue. Parce que si elle est élue, je considère que le président de la République est le candidat légitime. Il n'y a que les socialistes pour ne pas le comprendre, ça. Bon. Mais je suis le seul d'abord à le proposer. Donc vous proposez, alors ça veut dire que vous envisagez que Marine Le Pen ne soit pas élue? Ah si, au contraire. C'est pour ça que je le propose. Ah. Parce que je pense qu'elle sera élue, bien évidemment. La démarche intellectuelle est compliquée. Non, je pense qu'elle sera élue, et que dans ces conditions, on n'aura pas lieu de recourir à une primaire. Mais moi, j'ai vu l'intérêt à la fois financier et médiatique. Ou alors, on fait entrer les primaires dans le temps de la campagne électorale. Ouais. Et alors là, on est tous sur un pied d'égalité, parce que c'est quand même pas normal. Là, on va bouffer du curé socialiste pendant 1 mois. Oula, avec du curé socialiste, alors attendez, dites-moi. Avec leur primaire. Ça, c'est pas méchant, c'est pas Farid Fillon, on est d'accord. Hein, bon, avec leur primaire, bon, on va avoir droit à des débats. Vous me direz, à mon avis. C'est le but de la primaire, quand même, d'avoir droit à des débats. Oui, mais par exemple, une primaire chez vous. Ça devrait entrer dans le temps de campagne. Là, en 2017, on aurait quoi comme courant, par exemple? On aurait Marion Maréchal Le Pen d'un côté, on aurait Marine Le Pen, on aurait qui? Florian Philippot, Gilbert Collard? On aurait peut-être personne, parce qu'à mon avis, si l'onde charismatique de Marine se poursuit, elle est la candidate naturelle. Mais je ne comprends pas ce que vous voulez nous dire, puisque vous me dites tout à l'heure, moi je plaide pour une primaire en 2022, oui. Mais en même temps je sais que Marine Le Pen sera élue, et si Marine Le Pen est élue, on ne veut pas de primaire, et si on organise une primaire aujourd'hui, il n'y aura personne pour se présenter. Non mais je n'ai pas dit aujourd'hui, non mais là vous me faites... C'est tellement facile de poser les questions quand on fait dire à celui qui parle ce qu'il n'a pas dit.
Donc aujourd'hui, il faut si une écouter. primaire... J'ai absolument écouté ce que j'ai vous dit avez la dit. primaire en 2022. Oui, mais moi je vous dis, si une primaire avait lieu aujourd'hui... Écoutez-moi. Non, c'est moi qui pose des questions. Si je, si non, mais je c'est moi dis... qui réponds. Oui, donc, ma question c'est, si une primaire avait lieu aujourd'hui, Gilbert Collard, quels seraient les courants? Il y a différents courants dans ce parti. Alors, bon, finalement... Votre question est différente de celle que vous posez tout à l'heure. Alors vous m'aviez mal comprise, mais très bien. Alors on est deux à mal se comprendre. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question Mais quels seraient les courants aujourd'hui? Mais aujourd'hui, à mon avis, il n'y aurait aucun autre courant que celui de Marine, parce que c'est le courant dominant. C'est le courant largement dominant. Il y a des discussions sur des petites questions, mais homéopathiques, infinitésimales. Des petites questions. Par exemple, le débat qu'il y a eu sur le remboursement de l'avortement, quand Marion a dit qu'elle était pour qu'on dérembourse une partie des avortements. Et que Marine et moi, on n'est absolument pas d'accord avec elle. Bon, mais c'est des questions qui sont des questions de conscience presque, qui comme la peine de mort, engagent la conviction personnelle de chacun. Marion, par exemple, est contre la peine de mort. Moi, je suis contre la peine de mort. Marine est pour la peine de mort. Vous ne pouvez pas dire que c'est infinitésimal. Est-ce qu'on fait une primaire là-dessus? Voilà ce que je veux dire. Peut-être. Oh, mais vous voulez absolument avoir de l'aliment médiatique. Non, mais pour le coup, pardonnez-moi, mais pour le coup, c'est quand même un thème qui est assez franchement, essentiel. Vous êtes sérieuse là? On fait une primaire dans un mouvement politique sur une question de conscience, comme si c'était encore le cas, la question de la peine de mort. Mais non, mais les questions qui peuvent se poser aux primaires, on les voit à travers les oppositions qui ont pu heurter Juppé à Fillon, à Sarkozy, ou qui vont heurter. C'est des questions de doctrine. Donc en 2022, il pourrait y avoir des questions de doctrine. S'il y a des questions de doctrine en 2022, il faudra que les uns et les autres, on les expose. Si le mouvement décide de faire une primaire, parce qu'on a quand même, nous, un événement démocratique qui est le Congrès. Alors, on va passer aux cathos, puisque ceci nous amène à cela. Les cathos, on en a parlé hier d'ailleurs dans cette émission. Il y a une fronde assez généralisée au Front National ou au Rassemblement Bleu Marine alors j'allais dire contre l'Église, mais non, c'est plutôt contre le clergé, contre le pape. Vous dites, mais il s'occupe de politique, c'est pas son boulot. Moi, j'ai rien contre le clergé. Le clergé le petit clergé, comme on disait autrefois, fait un boulot magnifique. Il s'épuise au service des autres. Non, moi, je suis un peu exaspéré, comme du reste le fut Bernanos en son temps, c'est pas nouveau, par l'attitude des évêques qui se permettent, au nom du bien vivre ensemble, de nous exclure finalement. Bon. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi? C'est l'appel à l'accueil des migrants? Non, c'est pas l'appel. C'est quoi? C'est ce discours permanent qui, d'une manière presque subliminale, laisse entendre que nous ne serions pas bons, nous ne serions pas gentils, nous ne serions pas chrétiens. La Croix est même allée jusqu'à poser la question à ses lecteurs. Enfin, la Croix, c'est un journal, c'est pas... Oui, c'est ça, c'est pas la faucille et le marteau, la Croix, non, quand même. C'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, quand un journal s'appelle La Croix... Pardonnez-moi, mais la Croix a quand même le droit de poser des questions à ses lecteurs. Mais c'est pas ça. À quel moment vous ai-je Croix... dit que la Croix n'avait pas le droit de poser des questions à ses lecteurs? Je ne veux pas sur les mots. Non, je ne veux pas sur les mots. Alors, on va revenir sur le pape. C'est exactement ce que vous venez de dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est à partir... Qu'est-ce qui vous gêne dans le message que transmet l'Église? Je suis en train de vous expliquer. Et vous savez de quoi on parle au fond? On parle des migrants. Je suis en train de vous expliquer que le journal La Croix, qui s'appelle pas La Faucille et le Marteau... On est d'accord. Bon, on est d'accord là-dessus, qui est quand même un journal qui est la presse chrétienne, a éprouvé le besoin de faire un sondage auprès de ses lecteurs sur le thème « Pourquoi votez-vous Front National et peut-on être chrétien et voter Front National ?» Bon. Et derrière cela, il y a les évêques, bien évidemment. Bon. Et je dis que les évêques jouent un rôle qui n'est pas bon. Ils ont un rôle politique. Mais ils jouent un rôle politique et ils ne sont pas là pour faire de la politique. Louis Alliot a raison quand il leur dit « remplissez vos églises ». Faites du spirituel, faites pas du politique. Ils ne se déconnectent pas de la société, c'est peut-être ça. On le disait hier, il y a un vote. Ils sont complètement. On se posait la question hier, y a-t-il un vote catho? Oui, je crois qu'il y a un vote catho. Oui, mais qui vient de plus en plus vers nous. Les cathos qui veulent faire entendre leur voix. Oui, mais les cathos, ils sont maltraités dans cette société. Ils sont méprisés. On se moque d'eux sans conséquence. On les ringardise du matin au soir. Des églises sont maltraitées sans qu'il y ait l'émotion nécessaire. Un prêtre a quand même été tué à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les chrétiens d'Orient ont été massacrés dans l'indifférence générale. Je trouve normal que les chrétiens de France se réveillent.
On va passer à la politique, à la présidentielle, avec Marine Le Pen. Donc vous dites que Marine Le Pen va gagner. On a bien vu que les sondages, quand même, il était compliqué de s'y fier ces derniers mois. On est d'accord avec ça. Surtout quand ils nous sont favorables. Pas forcément, mais enfin, regardez la primaire à droite. Pour le coup, personne. Non, mais je crois qu'il faut être très très prudent avec les sondages. Elle n'a pas été tellement présente dans les médias, Marine Le Pen, dernièrement. C'est une stratégie. Elle va arriver après la primaire socialiste. Et comment voulez-vous, quand vous êtes une femme politique de raison, entrer dans un débat aussi guignolesque, aussi imperceptible? Comment voulez-vous débattre avec un carteron de fantômes dont vous ne savez pas lequel parmi tous ces fantômes voudra être le fantôme de l'Élysée pour remplacer le fantôme de l'Élysée? Comment voulez-vous débattre? On vit une crise vraiment de la communication politique, en ce sens qu'aujourd'hui, on n'a pas encore, à gauche, d'adversaires désignés. Vous savez ce qu'on entend, du coup, on commence à entendre pas mal dans les rédactions. Ah bah oui, mais nous, quand on invite, alors vous allez me dire que vous êtes là, effectivement, vous êtes là. Quand on invite le Front National, ils ne viennent pas. Ils réservent leur parole pour après, parce que nous, on a des considérations de temps de parole, et on est évidemment obligé de donner le même temps de parole à tous les partis. Et du coup, on dit, bah, elle réserve sa parole pour après la primaire socialiste, pour pouvoir bombarder un peu plus dans les médias juste avant la présidentielle. Mais il y en a un qu'on n'entend pas beaucoup non plus, c'est M. Mélenchon. C'est pas faux. On l'entend très peu. On l'entend très peu. Mais là, je parle de vous, en fait. Non, mais d'accord, mais j'ai le droit de parler de Mélenchon quand même. Ne soyez pas sectaire. Bon, on l'entend très peu et on ne le fait pas remarquer. Non, mais je veux dire, c'est quand même extraordinaire que chaque fois, c'est pas particulier à votre interview, on met en exergue les critiques qui pourraient toucher le Front National et on ne voit pas qu'à côté, ça se passe de la même manière. C'est-à-dire que là, c'est vous qui êtes sur ce plateau, M. Mélenchon. Oui, d'accord. J'aurais peut-être posé la même question. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, alors moi je vous réponds pour nous, il nous est très difficile, dans cette incertitude des candidats et dans cette imprécision des programmes. Bon, ne parlons pas de Fillon qui a déjà changé son programme depuis la primaire. Mais donc on vous verra après la primaire socialiste. Mais Marine entrera en lice quand tous les candidats seront en lice. Merci Gilbert Collard. Et c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Ce bon moment d'interview. C'est rare. La suite sur LCI, c'est le journal.